Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview. Et celle d'aujourd'hui, vous l'avez deviné, ce que je porte sur la tête normalement. Les Commanders, nous allons tout de suite accueillir les invités. On va commencer par l'avocat de l'accusation qui va essayer de titiller l'invité et fan de la franchise. Je l'invite de suite. Salut Joe. Salut mon Lucho, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah ça va. C'est un plaisir de faire cette preview avec toi et notre invité, bien évidemment. Voilà, t'es prêt? T'as mis ta robe d'avocat? Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais bien aimé te voir avec une perruque style à l'anglaise. Ouais, j'aurais pu. Maintenant, nous allons accueillir le fan de la franchise qui, d'ailleurs, pourrait devenir avocat de l'accusation dans la même preview. C'est Ryan. Ça va, Ryan? Salut les gars, salut tout le monde, salut les viewers, salut Lucho, salut Joe. Premier avocat en robe orange que je vois de ma vie. Ah ouais, c'est un avocat qui est diplômé de Clemson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Personne n'est parfait dans la vie. Attention au coup de patte. Attention au coup de patte. Alors, comme on l'a si bien dit, voici la preview des Commanders. Alors, c'est moi qui ai choisi le visuel. C'est moi qui ai mis le titre à la conquête de la NFCS. Est-ce que les Commanders vont avoir les moyens, avec ce qu'ils ont eu cette année, l'intersaison, de pouvoir aller titiller les Eagles et les autres équipes de la NFCS? Voilà. Quelque chose à rajouter sur le titre? Non. C'est plutôt, honnêtement, comment dire? C'est une bonne précision. J'ai envie de te dire, tu regardes la NFC Est, on le sait, c'est déjà le cas depuis plusieurs années. C'est peut-être pas la meilleure division, tu vois, de NFL, mais par contre, il y a toujours beaucoup de compétition. Tu vois, même quand toutes les équipes étaient nulles dans la division, bah, tu avais quand même de la compétition entre les nullards, tu vois. On est une des divisions qui a le moins d'incertitude, j'ai l'impression, en termes historiques. Tu vois, j'ai l'impression que le champion de la NFC Est change quasiment tous les ans, en fait, maintenant que j'y pense. Donc ouais, c'est clairement ça. À voir. On va voir dans la conquête de la NFC. C'est les Eagles qui ont fait pour la première fois 2 années de suite. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, on va tout de suite passer au bilan. De l'année dernière. Discuter un peu de ce qui s'est passé, les satisfactions, les déceptions, les moments marquants et les résultats finaux qui est affiché. Alors, en rouge, vous avez les défaites et en blanc, les victoires. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Ryan, le bilan de cette saison? Bah, déception, forcément, parce qu'on sortait d'une saison 2024 avec beaucoup de promesses. Maintenant, j'ai envie de te dire déception. Si je prends le global de la saison, bien évidemment déception, parce qu'on avait des vraies ambitions et tout. Maintenant, tu le sais, on en avait déjà parlé l'année dernière. Quand tu vois notamment l'intersaison qu'on a faite l'année dernière, qui, à mon sens, était vraiment pas bonne. Qu'on a vu certaines équipes vraiment se renforcer. Moi, je m'attendais à une baisse de niveau de JD. Bah, au final, il aura été blessé, mais tu sais, on en avait beaucoup parlé du sophomore slump quand tu sors d'une très grosse saison rookie, ou la saison d'après, tu rentres un petit peu dans le rang parce que les équipes ont plus d'images de toi, ils ont eu le temps de te scout. Je m'attendais pas à une aussi bonne saison que 2024. Maintenant, je m'attendais pas à ce qu'elle explose en vol comme ça. Maintenant, quand tu vois la blessure de JD, quand tu vois la gestion des hommes qu'a fait Dan Quinn, quand tu vois la gueule de notre défense, bah finalement, tu peux pas dire que c'est une déception, quoi. On y allait tout droit. Je le dis souvent quand je parle d'autres équipes ou quand il y a des bonnes embauches, tu vois, de quarterback numéro 2, je dis un bon QB2 en NFL, un bon QB vétéran,
c'est là pour te faire gagner 3-4 matchs dans l'année, le temps que ton titulaire revienne. C'est ce qu'a essayé de faire Mariota. Bah, on regarde le bilan final, 5-12. Ouais, c'est pas une surprise. Déception, oui. Surprise, non. Joe, à rajouter sur le bilan. Je vais relativiser un peu le bilan parce que, alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, mais j'ai vu la série Quarterback et sur la blessure de JD parce qu'il est dans la série, donc ça permet en plus d'apprendre à le connaître, d'apprendre un peu comment il est et tu t'attaches au personnage encore plus, pour moi personnellement. Et du coup, tu vois, il y a eu la discussion de savoir s'il fallait le faire jouer ou pas le faire rejouer. C'est que voilà, c'est lui qui a pris plus la décision que Dan Quinn, mais Dan Quinn doit savoir dire non aussi à ses joueurs, dire tu es pas prêt ou dire il faut plus prendre de risques, de toute façon on n'a plus rien à jouer. Bref, voilà, bon, je relativise ça quand même. Et sinon, moi je croyais vraiment à une bonne saison des Commanders. Alors après, comme tu l'as dit, Ryan, moi déjà il y a un choix pour moi si je me trompe pas de tête l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière à la Free Agency, c'est Javon Kinlaw, je crois que vous avez payé en plus assez cher. Ouais, je suis pas. Ouais, alors toi, tu étais assez... déjà du choix. Assez cher. Assez cher, oui, mais après, tu sais, il faut toujours remettre le truc dans le contexte. Assez cher dans le sens où, quand tu vois la valeur qu'il avait sur le marché, tu dois jamais le payer à ce prix-là, tu vois. En vrai, c'est pas non plus, désolé l'expression, hein, mais c'est pas à se taper le cul par terre quand tu vois son contrat, mais c'est juste que, ouais, quand tu vois le joueur qu'il est, quand tu vois le joueur qu'il a été, quand tu vois la valeur qu'il avait, t'as aucune obligation, toi, d'arriver, en fait, de lui mettre une enveloppe comme ça sur la table. Voilà, c'est ça qui me gêne. Donc déjà là, comme vous l'avez dit, le travail était déjà mal fait en amont. Là, je vais pas rappuyer plus. Voilà, on va passer sur le bilan, mais et voilà. Et puis de toute façon, voilà, j'ai envie de dire en attaque, Terry McLaurin se sent un peu seul. Bon, il y a eu Debo qui a fait de trop bonnes choses, mais c'est plus le Debo d'avant non plus. Et puis en plus, voilà, je crois qu'il est même pas chez vous encore. Il est en free agent, je crois encore. Hein, donc bref, mais voilà, moi j'ai envie de dire, de toute façon cette attaque elle tient aussi de JD et Terry McLaurin et puis le reste, un Zach Ertz qui faisait ce qu'il pouvait le pauvre vieux. Voilà, donc tu peux pas avoir. Pour moi, seulement compter sur 3 joueurs en attaque, c'est impossible, c'est infaisable. D'autant que, en plus, comme tu dis, tu as ces 3 joueurs-là, et quand tu regardes finalement les faits, c'est que ces 3 joueurs-là, ils ont quasiment pas joué de l'année ensemble. Exactement. C'est que tu en avais toujours un qui était blessé quand l'autre était là, puis après, tu as JD qui se blesse, Terry McLaurin revient. Puis il revient contre Kansas City, il se reblesse. Il se reblesse. Derrière, tu as Zach Ertz qui se fait plier le genou en L. Et Lucho le sait parce qu'on a assez parlé entre nous sur le fait que Zach Ertz, merci pour les services rendus. Vraiment, Exactement. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant, mais le fait est que c'était quand même très, très, très limité quand tu vois l'importance qu'ont aujourd'hui les tight ends en NFL. Donc non, comme je l'ai dit, tu vois en ouverture, l'intersaison 2024-2025 pour Washington n'était pas bonne. On l'a critiqué à l'époque, que ce soit sur la free agency, mais aussi sur la draft. Il y a eu des choix qu'on n'a pas forcément compris. On a commencé cette saison 2025 en disant, écoute, on a Jayden Daniels et beaucoup de gens se sont planqués derrière ça. Moi, j'étais un des premiers à dire, tu le sais, Joe, je l'aime, il vient de LSU. Je ne sais plus fervent défenseur, mais j'ai prévenu, je leur ai dit, attention, JD, moi, je sens l'année un peu moyenne à venir. Si on fait une saison à 8 victoires, déjà, ça sera... Et les gens m'ont regardé, mais non, comment tu peux dire ça? Il faut avoir des ambitions. Faut avoir des ambitions, oui, mais il faut savoir être objectif. Vous le savez aussi bien que moi, hein, même toi, Joe, qui a connu des années exceptionnelles à Kansas City, tu as des années exceptionnelles qui sont suivies d'une année qui parfois est cata. Et ça fait partie d'une construction d'une équipe, d'une dynastie, de ce genre de choses. Donc, il faut accepter ces saisons un peu compliquées. On a fait de la merde. Le résultat est là. Moi, ce qui m'a vraiment déplu sur cette saison 2025 et où j'enrage et où j'en démordrai pas, c'est la gestion de la blessure de Jayden Daniels. Parce que quand justement, c'est lui un petit peu la pierre angulaire de ton projet, tu ne peux pas prendre ce genre de risque avec ton franchise QB et un mec qui t'a montré qu'il était capable de le faire. Et c'est pour ça que tu payes ton coach. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est pour ça que tu payes ton coach, pour savoir dire non à ces joueurs. Il y a des joueurs qui ont des laissés-passer, mais c'est des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient avoir ce laissé-passer. Tu vois, quand je te dis Tom Brady,
Pat Mahomes, c'est des mecs qui sont allés chercher des Super Bowls, qui ont 5, 6, 7 ans déjà d'années de vétérans en fait, dans la ligue, tu vois, d'expérience. Ces mecs-là, le mec te regarde et te dit « Coach, je joue. » Ah bon, ça me plaît pas, mais vas-y. En fait, tu m'as prouvé que tu connais ton corps, tu sais ce qui est bon pour l'équipe. JD, il a encore, entre guillemets, la fougue de la jeunesse. Il sort d'une année exceptionnelle, mais finalement, tu n'en as eu qu'une seule. Bah non, là, c'est toi qui es coach. C'est toi, Dan Quinn, qui est là depuis 10 piges en NFL. Tu dois lui dire, hey, le jeune, vas-y, va t'asseoir. Tu en auras d'autres des saisons, t'inquiète pas. Ce qui est important, c'est de te garder sur l'avenir, de ne pas aggraver une blessure, ne pas te mettre tu vois, dans le même genre de risque. On a perdu Robert Griffin à cause de conneries comme ça, en fait, tu vois. Et c'était même encore plus important parce que Robert Griffin, tu te dis encore, allez, c'est un match de playoff, tu vois, c'était une wild card, je crois, à l'époque, donc vas-y. Là, c'est pas le cas. C'est le milieu de saison, t'es pas obligé. On n'avait plus. Il n'y a plus rien à jouer. Il n'y a plus rien à jouer, en fait, tu vois. Et ça, j'en démords pas. Ça, je suis vraiment en colère. Ça, c'est vraiment un des points qui, pour moi, était majeur sur la saison 2025 et qui a vraiment fragilisé la position même de Dan Quinn, moi, pour cette année, tu vois. Parce qu'il a fait ce choix-là et qu'en fait, tu m'as prouvé, là, tu viens de faire une grosse erreur qui me fait dire que bah, tu n'es peut-être pas la personne de la situation, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important. Non, mais moi, oui, c'est sûr. Ça relativise, pardon, Lucho, excuse-moi. Ça relativise beaucoup de choses. Alors après, oui, de toute façon, Patrick Mahomes, tu fais la petite aparté, mais quand Diri lui dit tu vas faire une radio à un moment donné, quand il se fait une entorse ou il faut aller vérifier si ça suit, tu vas faire la radio. Il ne le fait pas jouer. Donc voilà, c'est à un moment donné, le coach, c'est le coach. S'il dit oui, d'accord, tu es prêt, mais moi, je préfère te laisser tranquille et de revenir encore plus fort la saison d'après. Le problème, c'est qu'un jeune rookie comme ça, il a toujours peur de perdre sa place. Toujours, tu sais comment ça va vite en NFL, on peut vite oublier. Et le problème, il est là. Alors après, il est bien entouré. Voilà, on le découvre dans la série. Je ne vais pas tout spoiler, mais dans la série, vous verrez plein de choses. Alors, on découvre l'univers de JD et je vous invite à le regarder parce que c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Voilà, à voir. C'est super intéressant et super enrichissant, je trouve. Voilà. Ben moi, pour le bilan, ça va être vite résumé, c'est mauvaise gestion. Mauvaise gestion de l'intersaison avec la défense. Mauvaise gestion du cas Terry McLaurin à l'intersaison qui a retardé, qui a amené à se blesser. Mauvaise gestion de Jaden Daniels au cours de la saison. Donc, moi, ce bilan, c'est une mauvaise gestion. Voilà. Et justement, par rapport à cette mauvaise gestion, il fallait que le staff des Commanders se rattrape et puis se réveille enfin pour pouvoir monter d'un gap et combler les trous qui sont susceptibles pour cette future saison. Et on va le voir maintenant avec l'intersaison. Donc, les départs, Deebo Samuel, Bobby Wagner, ainsi de suite, qui n'ont pas été re-signés. On a re-signé, moi j'ai remis, parce que ce n'était pas une free agent, mais c'est le nouveau contrat de Larry Tunsil, et surtout un des meilleurs joueurs de la franchise depuis très longtemps, très souhait, qui est important pour l'équipe et la locker room. Et après, les différentes arrivées qui sont affichées avec Léo Chenal, Odafe Oweh, Calvin Chason, Rashad White, Nick Ross, Chik Okonkwo, qui pour moi sont des signatures les plus importantes. Il en manque dans la liste, mais j'ai mis les principaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette intersaison ? Déjà, tu l'as rappelé, mais il y a la mauvaise gestion. Encore une fois, on le redit, on le remet sur le devant de la scène, mais cette mauvaise gestion de l'intersaison précédente qui te met dans une vraie merde pour cette intersaison-là, puisque quand tu as trop de trous, c'est juste impossible de tout combler en un an. C'est quelque chose, c'est souvent l'erreur que font certains GM expérimentés ou non, d'ailleurs, de vouloir tout combler en un an, et c'est juste pas possible. Et en fait, on s'est retrouvé dans cette situation-là d'avoir tellement de besoins que, je t'ai dit, tu vois, nous, alors les viewers ne le sauront pas parce que c'est des choses où on se parlait entre nous avec Lucho, mais quand l'intersaison commence, tu te poses, tu regardes un petit peu le bilan et tu te dis, mais juste là, même avec une des enveloppes les plus importantes de NFL, tu ne pourras pas tout combler parce qu'il faut savoir que on part tous avec des espoirs. Là, tous les noms qui ont signé, on espère qu'ils vont faire une grande saison. Mais encore une fois, il faut savoir être objectif et prendre ça avec un mental très froid et se dire que déjà, si on a 50% de nos signatures qui sont bons et qui arrivent en fait à bien s'intégrer à l'équipe, ce sera déjà exceptionnel d'avoir 50% en gros de vraie réussite. Il faut toujours partir du principe que
tu as une grosse partie de tes additions à l'équipe qui ne fonctionneront pas. Et donc, de là, tu peux pas tout combler en un an, que ce soit avec free agency ou draft, ou alors c'est très, très rare quand ça arrive. Et là, moi, c'est ce que je me dis. Sur le papier, je regarde les noms, je suis extrêmement content. Tous les joueurs qu'on voit là, c'est des joueurs qui vont pouvoir apporter quelque chose à l'équipe. Mais on ne sait pas. Dans le nouveau système, dans le nouvel environnement, avec des nouveaux joueurs à côté d'eux, je ne sais pas comment ces joueurs-là vont pouvoir réagir. J'espère qu'ils seront très bons, mais je ne sais pas. Et quand tu vois l'étendue des dégâts, l'étendue du chantier, en fait, je me dis ça va être très, très compliqué. Donc, au final, il y a eu des choix que j'ai aimés, d'autres beaucoup moins. Un choix qui a fait controverse, c'était Oda Feowe, qu'on signe assez rapidement. Pour un très très gros montant. Alors derrière, oui, il faut se rappeler que effectivement le cap est monté pour tout le monde, donc tu as plus d'argent disponible, qu'il finit la saison chez les Chargers avec des stats avancées exceptionnelles pour un pass rusher. Maintenant, si tu remets un petit peu ça dans le contexte, tu peux aussi te dire que chez eux, c'était un joueur qui rentrait que sur certains downs, qui n'était pas forcément titulaire. Enfin, tu as plein de petits trucs où tu peux faire glisser ça dans le bon ou dans le moins bon. Moi, j'ai aimé. Je trouve qu'on a été agressif. On a essayé de se renforcer avec des joueurs à la fois jeunes, à la fois très athlétiques, à la fois qui rentrent dans le nouveau système de ce qu'on veut faire. Mais l'étendue du chantier est tellement grande que il reste encore des trous dans cette équipe. Et on en parlera après, Lucho. Mais par exemple, moi, parmi les grosses signatures, je suis très déçu de ne pas avoir réussi à signer un cornerback big body, ce qu'on appelle big body, donc un mec qui fait 6'1, 6'2, assez costaud, mais très athlétique, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de receveurs extérieurs en NFL qui étaient très costauds, qui sont très costauds et qui pourraient nous poser des problèmes. Donc, j'aime avoir ce genre de profil dans l'équipe, à développer ou non, hein, même un petit vétéran qui ne paye pas de mine, mais qui sera capable de le faire. Alors, j'ai pas mis alors, Amik Robertson, c'est pas donc en cornerback qui a été signé, et Razel de Glace qui a été la dernière signature en cornerback. Voilà. C'est ça. Mais donc, ouais, quand tu voyais des noms, moi, je te disais, le pari Emerson, par exemple, des Browns. Alors, ouais, il revient de blessure, mais ça restait un mec qui, je crois, il a 24 ans. Il fitait parfaitement le profil. Il était très bon avant sa blessure. Donc, tu vois, c'est des petits paris comme ça que j'aurais aimé voir. On les a pas fait. Et justement, on n'a pas fait à l'intersaison en free agency, mais on ne l'a pas fait non Attends, plus. moi je rajouterais juste un truc. Moi, ça me manque dans cette. Alors, j'adore, vous savez très bien, Léo Chenal, je vais pas vous dire ce que je pense de lui. Pour moi, ça peut être un joueur, ça peut être un super joueur chez vous et au contraire, en plus, il va apprendre et tout ça, donc encore et il va ramener aussi son expérience de Kansas City et tout, donc ce qui est pas rien. Mais moi, ce qui me manque, alors l'ajout Rashad White, j'aime bien. Bien évidemment. Oda Feowe, voilà. On a beau dire que le cap augmente, on a beau dire tout ça. C'est pas obligé de dépenser ton argent aussi bêtement. Hein. C'est pas parce que tu as des millions qu'il faut voyager en première classe tout le temps. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, tu peux. Non, Joe, mais il faut. Non, je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu te renforces à un moment donné. Et malheureusement, dans l'état où bien on sûr. était, bien sûr. tu es obligé de surpayer un petit peu des joueurs pour les faire venir. C'est aussi ça le problème, tu vois. C'est vrai. Le problème aussi où tu te situes avec ta franchise et ainsi de suite. On sait très bien que. Voilà. Mais quand même, tu as du poids quand même. Tu as Jaden Daniels, tu as quand même du monde. Tu peux jouer les playoffs. Donc, attirer du monde, tu n'es pas obligé peut-être de donner autant. Bon, après, voilà, il faut relativiser. Ils l'ont fait. On va pas revenir dessus. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un mec à côté de Terry McLaurin, quoi. Voilà, clairement. Alors, oui, il y a des Luke McCaffrey, on va le voir après la draft, il y a des noms et tout ça qui sont très bien, hein, voilà. Mais ça me manque quand même d'un joueur. Alors, il y a Dibo peut-être qui va revenir chez vous, j'en sais rien, je sais pas. Mais voilà, tu vois, Dibo Samuel, Terry McLaurin, moi, ça me plaisait pas trop mal l'année dernière. Là, pour moi, il y a quand même, tu le remplaces pas, quoi. Donc, à voir, quoi. À voir. Le truc, c'est que Lucho, on n'avait pas encore parlé, mais notre intersaison, elle a quand même été pourrie, et elle l'est toujours par un petit secret de Polichinelle qui est un certain receveur des Niners qui est aux abonnés absents depuis maintenant 2 ans, je crois, mais qui nous pourrit. Brandon Ayuk, qui nous pourrit un petit peu notre intersaison cette année, puisque en fait, je te dis secret de Polichinelle parce que toute la ligue sait que le plan, c'est qu'il vienne chez nous. Lui-même l'a annoncé, il en avait très envie.
Il s'est même mis avec une casquette en story il n'y a pas longtemps encore. Ouais. N'arrête pas encore. Et d'ailleurs, ça peut poser problème à la franchise parce que derrière, ça peut créer des soucis. Il y a Des conflits, il y a certaines lois qui sont faites en NFL pour ne pas permettre aux joueurs de tricher un petit peu sur ces périodes de free agency ou même aux franchises. Et donc, Ayuk nous met un peu dedans, surtout que, écoute, voilà, l'histoire s'est très très mal finie avec les Niners. Certains le traitent de diva, d'autres disent carrément qu'il a pris un coup de trop à la tête et qu'il est en train de nous faire une Antonio Brown. Le fait est que quand tu vois un petit peu ses dernières déclats, on a tendance à le croire. Mais c'est en train de nous pourrir le truc parce qu'en fait, tu te dis que dans une main, tu as un mec comme Brandon Ayuk qu'on a vu sur ses dernières saisons NFL quand il était sur le terrain, il faisait quand même beaucoup de salles aux Niners. Donc tu te dis que si tu mets ce joueur-là à côté de Terry McLaurin, c'est excellent. Donc pourquoi aller chercher un mec en free agency si tu as Brandon Ayuk qui vient? Maintenant, on sait qu'il y a des petits soucis entre Ayuk et Deebo Samuel. Deebo n'apprécie pas forcément Ayuk. Donc, si tu te dis qu'Ayuk vient, Deebo Samuel n'a pas forcément envie de re-signer chez toi. Mais en même temps, est-ce que Ayuk va vraiment venir? Parce qu'il est tellement dans un état mental en ce moment où le mec est capable de jeter une pièce en l'air et de se dire finalement, non, je vais devenir rappeur, tu vois. Ouais. Et en même temps, quel profil tu vas chercher sur la free agency ou à la draft? Parce que est-ce que Ayuk vient? Est-ce que Ayuk vient pas? Et en fait, là, on est dans ce truc-là. Et malheureusement, moi, tu me connais, Joe, Lucho le sait aussi, je suis d'avis de trancher. C'est-à-dire que soit tu assumes officiellement, on va signer Ayuk et au moins tu passes à autre chose. Soit tu te dis clairement, Ayuk, vas-y, arrête tes conneries. T'appelles le joueur ou quoi, tu lui dis, vas-y, ferme ta bouche. Et s'il n'est pas capable de le faire, c'est caduc, on ne te signera pas. Et au moins, toi, ça te permet d'avancer, passer à autre chose, avoir tes petites solutions de repli. Là, on est dans le flou. Encore une fois, sur la position de receveur, on ne sait pas réellement. Donc, écoute, on va faire avec ce qu'on a sur le papier, parce que sur le papier, aujourd'hui, Ayuk n'est pas là. Et si tu fais avec ce qui est sur le papier, effectivement, c'est encore un peu léger. Alors, comme affiché, il reste 43 millions. Ayuk, c'est caduc parce que la franchise attend que les Niners le libèrent. Les Niners le libèrent pas. Alors, comme dit Ryan, il faut trancher. Et puis, pourquoi pas utiliser cet argent pour signer Stephen Diggs qui est encore libre. Et voilà. Là, par contre, là, Stephen Diggs arrive, je change de discours. Là, je dis à côté de Terry McLaurin, au moins, tu as quelqu'un. Quoi. Voilà, c'est pour ça, j'espère que ça ne s'est pas fini, parce que l'été n'est pas encore fini. Et puis, on sait très bien qu'il y a des signatures qui se font même en week 2, week 3, parce que c'est encore pas terminé. Et puis qu'il y en a qui attendent aussi les camps. Voir les blessures, voir s'il n'y a pas une opportunité qui s'offre, parce que il y a toujours des blessures dans certains camps, et je souhaite vraiment la blessure à aucun de vos joueurs, les copains, à tous ceux qui nous écoutent. Ou tout simplement, voilà. Joe, ou tout simplement aussi, c'est quelque chose que j'avais dit à Lucho, mais il y a aussi un monde où en fait le nouveau cordeau off, ou même Dan Quinn ou quoi, voient beaucoup de potentiel chez nos receveurs, parce qu'on a quand même des receveurs qui sont assez jeunes, qui peuvent encore, tu vois, se révéler. Et il y a un monde où en fait les gars se disent, on a ce qu'il faut dans la room, tu vois, et où nous, en tant que fans, vu qu'on le voit pas, qu'on n'est pas tous les jours aux entraînements, ce genre de choses, forcément on est dubitatif. Mais il y a un monde où c'est ça. Et donc peut-être que, encore une fois, tu attends les camps, et que c'est à ce moment-là que les mecs vont regarder et vont voir que face à une opposition NFL, finalement, ils sont peut-être pas encore prêts, tu vois. Peut-être que Luke McCaffrey va pas bien revenir de blessure. Peut-être qu'Antonio Williams, on verra juste après sur la slate d'après, mais peut-être qu'un Antonio Williams, finalement, c'est encore un peu trop jeune. Peut-être qu'un Jalen Lane, on va se rendre compte que non, c'est pas bon. Peut-être que Treylon Burks va pas revenir au niveau auquel il a fini la saison dernière. Et tu sais, tout ça, en fait, ça peut rapidement s'accélérer. En fait, les mecs vont devoir trouver une solution de repli. Et là, la solution de repli la plus évidente aujourd'hui, avec notre argent, avec l'endroit d'où il vient, son cursus universitaire, le rôle aussi, tout simplement, de joueur, parce qu'aujourd'hui, Diggs, c'est un receveur numéro 2, il le sait lui-même. C'est comme ça qu'il s'est un petit peu vendu. Tu vois, il dit sur les réseaux, trouvez-moi un receveur 2 aujourd'hui qui est plus fort que moi. Donc lui-même, il se voit comme tel. La solution la plus évidente, effectivement, c'est Stephen Diggs. Ouais. Et comme tu l'as si bien dit, ils espèrent peut-être avoir trouvé la perle en receveur de Clemson, Antonio Williams, pour pallier à ce trou.
Mais Voici, tu seras surpris. Moi, voilà, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que tu seras surpris d'Antonio Williams. Je pense que tu seras surpris Mais j'espère. Voilà, j'espère aussi, moi. j'espère. J'espère pour lui, hein. En tout cas, j'espère pour lui et j'espère pour vous, hein. Mais tout ça, je vais juste rajouter un petit truc et après on avance. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je préfère encore voir le cas de votre franchise à dire eh bien, on attend, on va voir ce qui se passe, que de faire dans l'urgence. Parce qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Stephen Diggs n'a pas dit qu'il allait signer demain. Donc voilà. Tu as le temps et je me dis, bah voilà, tu as encore des pistes, tu as encore des wide receivers, 2 ou 3 qui peuvent être là sur la free agency. Il n'y a pas d'affolement à faire et c'est pour signer dans l'urgence. On sait que signer dans l'urgence, c'est jamais trop la bonne solution tout de suite. Donc voilà, c'est juste à maintenant que les explications de vous deux, bah voilà, je rebondis aussi par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc j'affiche les pics de draft. Donc on ne va pas revenir sur toute la totalité de la draft. Le gros pic a été Sonny Styles, qui vient renforcer une défense. Et après, à moins que Ryan veuille revenir rapidement, mais non, je pense qu'on a fait le tour sur les épisodes notation qu'on a fait sur le Foot US Media. Je sais que nous, avec TTP, on a fait aussi des épisodes notation dans lesquels j'ai bien parlé de la draft de Washington. Moi, vous savez que c'est pas une draft que j'ai kiffé énormément. J'ai la vision, je vois ce qu'ils veulent faire. Il y a des joueurs que j'aime bien, il y a des potentiels que j'aime bien. Maintenant, il faut que les mecs me prouvent. Il y a des choix que j'aurais fait différemment. Maintenant, je suis pas GM. Eux, ils le sont. Comme d'hab, on jugera dans 2 ans, dans 3 ans, et on verra qui restera dans l'effectif. On verra qui aura performé. Moi, je suis du même avis que Joe. Antonio Williams, c'est un monde où ça peut être très sympa. Mais maintenant, il faut voir l'empilement. Il faut faire attention. Là, on commence à avoir beaucoup de jeunes receveurs qu'on a draftés. Si tu prends sur les 3 dernières drafts, qui jouent un petit peu au même spot. Avec des profils qui se ressemblent un petit peu. Donc voilà, que le meilleur gagne. C'est la draft m'inspire pas tant que ça. On ressort avec un petit peu les mêmes trous qu'on n'a pas su combler sur la free agency, ils sont là encore. Donc on verra. On verra. Je vais essayer de pas être trop pessimiste, mais vous connaissez mon avis. Je me suis un petit peu plus épanché sur les épisodes de notation, donc on va pas perdre plus de temps ici. Je vous invite à réécouter les épisodes. Voilà, mais clairement, voilà, on va pas en reparler parce que moi, j'ai vu le dernier jour de draft du Détroit, Ryan, dans l'état où il était, Lucio. Bref, voilà, on va pas revenir là-dessus. Non, par contre, petit disclaimer, j'ai vu un petit peu je suis vraiment pas fan, tu vois, du pick Joshua Joseph. Je sais que tout le monde sautait en l'air parce que il avait un RAS de dingue et il aurait dû sortir plus tôt et exceptionnel. Il est sorti au 5e tour et on l'a récupéré, c'est pas pour rien. Je vous assure que si c'était la pépite que vous pensiez, il serait peut-être parti plus tôt. Par contre, une chose que j'ai aimé, c'est que sur les premières vidéos, je vois l'utilisation dans laquelle il est. Il y a un monde où il peut être extrêmement intéressant. Je ne sais pas si ça sera un joueur exceptionnel, mais il y a un monde où ce que je le vois faire par rapport à son utilisation en college football me fait dire qu'il a une vraie carte à jouer dans cette défense un petit peu new age là, des Commanders, extrêmement athlétique, extrêmement hybride, de joueurs qui peuvent faire plein de choses. Je l'ai vu pas mal tourner en tant que linebacker, que off-ball linebacker, un petit peu dans ce que faisait par exemple un Harvey Reese ou un Abdul Carter, tu vois, donc un edge, mais qui prend quand même des reps en tant que linebacker plus traditionnel. J'ai vu un peu ses déplacements et tout, j'aime bien. J'ai la vision de ce qu'ils veulent faire avec, donc petit mea culpa parce que j'ai beaucoup tapé dessus et à raison. Mais j'attends vraiment de voir. Tu vois, mon niveau d'intrigue est monté d'un coup. J'ai bien envie de voir comment on va l'utiliser. Ouais, ok. Ouais. Donc on a bien fait dans l'intersaison, on a bien vu. Et c'est surtout les motifs d'inquiétude qui sont au poste de cornerback et 2 wide receivers en 2e position. Mais pour vous, quel est le joueur ou la personne qui est sous pression cette année? Oh là, Dan Quinn, hein. Voilà, moi je le dis clairement. Oui. C'est la personne la plus importante pour moi, hein, c'est lui. Hein. Pour moi, Dan Quinn et je te dirais peut-être Jacoric Ross-Kemerit. Parce que sur son année rookie, on a vu des très bonnes choses, mais on avait aussi vu des matchs où il s'est complètement éteint. Alors c'est normal, tu me diras, pour un rookie. Si tu regardes dans la globalité, sa saison a quand même été bonne, très encourageante, mais là on a vu qu'on a quand même signé
un vrai vétéran. Alors Rashad White, on aime ou on n'aime pas, mais quand il prend feu, il prend vraiment feu. Et en plus, il y a la complémentarité et la connaissance avec Jaden Daniels. C'est ça. On a récupéré Kaytron Allen, que moi j'aime beaucoup et qui, il y a encore 2 ans, était annoncé comme une future pépite au poste de running back. Donc, je te dirais, ouais, Ja'Cory Emery a beaucoup à perdre cette année, je pense, parce qu'il peut très bien en fait se sécuriser le poste de running back 1, comme il peut complètement le perdre et se retrouver bloqué, tu vois, dans la rotation. Donc, je pense qu'il y aura quand même beaucoup à perdre. Donc, j'attends vraiment de voir. On a vu que là, déjà physiquement, il avait vraiment pris du gab sur l'intersaison. J'attends vraiment de voir. Et en attaque, je te dirais aussi McCaffrey, le petit frère McCaffrey, Luc. Parce qu'avant sa blessure, l'année dernière, il commençait à vraiment se faire une place, tu vois, dans le slot. Il commençait vraiment à devenir intéressant. Et pareil, c'est un joueur sur lequel j'ai craché un petit peu au moment de sa draft parce que pour moi, il y avait mieux à faire que d'aller le chercher. On savait qu'il y aurait du développement. Au bout de 2-3 ans, il commence enfin à montrer des vraies belles choses, des vrais motifs d'espoir. Et en fait, là, tu viens lui mettre Antonio Williams dans les pattes, qui est littéralement le même profil, à peu près le même gabarit, le même style de joueur, qui va jouer au même spot, tu vois, dans le slot. Bah ouais, McCaffrey, tu peux te retrouver à perdre beaucoup, en fait. Et même nous, tu vois, Lucho, McCaffrey, ça sent le joueur que tu vas laisser partir parce que tu auras eu l'éclosion d'Antonio Williams. Mais en fait, tu le laisses partir au moment où il s'est enfin développé en tant que joueur NFL. Tu sais, vraiment, typiquement, ça va être le joueur, on va le laisser partir et tu verras que dans une autre franchise, il va commencer. Première saison avec eux, il va taper genre 500, 700 yards et 5-7 TD, tu vois. Aux Niners, par exemple. Donc nous, on se sera tapé, non mais aux Niners ou autres, tu vois, mais en fait, nous, on se sera tapé toutes les saisons un peu pourries de développement où il montrait pas grand-chose et où à chaque fois, tu étais là à dire, il y a du potentiel, peut-être que. On se sera tapé toutes ces années-là et c'est quelqu'un d'autre qui va le récupérer et commencer à bénéficier de tous les fruits du travail, tu vois. Donc peut-être Luke McCaffrey. Ouais. Après, on a besoin de tout le monde pour gagner. Donc, exactement. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Autre chose à ajouter sur les forces et les faiblesses de la franchise sur les faiblesses en défense, mais tu l'as dit, secondary. Ouais. Pour moi, on n'a toujours pas notre tour de contrôle au poste de safety. On a encore ajouté un mec, j'adore Nick Cross, mais Nick Cross, c'est un très très bon joueur sur le run stop. En couverture, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc, on se retrouve avec Quan Martin. Je pense que c'est Quan Martin qui va garder son poste de free safety, mais pareil, il n'est pas. Je suis désolé, j'adore le joueur, mais pour moi, il est pas au niveau, tout simplement. Pas à ce poste-là, en tout cas. Le secondary, on l'a dit, on a un des secondary les plus petits de NFL. Ouais. Donc, j'ai peur qu'on se fasse un petit peu poutrer là-dessus. Mike Saint-Ristil a beaucoup à perdre parce que les fans sont en train de le prendre un petit peu en tête de turc alors que c'est clairement un des leaders de notre défense. C'est un joueur qui est excellent. Mais en fait, à chaque fois, tu le vois un petit peu sur des highlights ou rater des trucs parce que malheureusement, il était tout seul. Donc, il se retrouve proche du ballon parce que c'est un bon joueur. Mais en fait, tu le vois se faire éclater à chaque fois et les fans sont un peu en train de le prendre en tête de turc, un peu à la manière d'un Saint-Just. Je ne sais pas si tu te rappelles, Lucho. Ouais. Saint-Just qui essayait parce qu'il était limité et tout, mais en fait, les fans se sont mis sur ses côtes et c'est ce qui l'a poussé loin de la franchise en fait au bout d'un moment. J'ai peur que ce soit le cas pour Saint-Ristil parce que vraiment, c'est un super joueur de foot et je pense qu'une fois qu'il sera parti, on va peut-être le regretter. Donc, j'espère qu'il fait une bonne saison, mais j'ai peur que dans la configuration actuelle de la défense, encore une fois, il se retrouve sur certains highlights et les fans vont continuer de lui taper en fait sur la tête et ça m'emmerderait. Ok, bon, on va passer maintenant aux attentes 2026 et on va tout de suite afficher le calendrier 2026. Donc en jaune, vous voyez les matchs qui sont à domicile, dont un qui sera à Londres, mais à domicile contre les Colts au mois d'octobre. Alors, selon le calendrier, par rapport aux adversaires, quel est le bilan attendu? Est-ce que playoff ou pas? Attends, je suis en train de regarder ça. Si tu veux en parler, Joe, toi, je sais que tu regardes le calendrier avant. En plus, je les ai tous faits pour les previews, donc j'ai fait tous les calendriers de tout le monde. Et il y a des calendriers, j'ai dit, il y a des équipes, c'est pas possible qu'ils puissent avoir autant de matchs chez eux. Puis en fait, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas plus de matchs que les autres, mais c'est ouf des fois, tu te dis. Alors moi, l'enchaînement déjà, Eagles, Cowboys, à l'extérieur. Eagles.
Déjà, celui-là, il fait déjà mal d'entrée. Hein. On va pas se mentir, il faut être prêt d'entrée. Là. Bon, alors après, si tu es à 0-3, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Tu as quand même le moyen de revenir. Après, voilà, la bye week arrive en week 7, ce qui peut faire du bien. La deuxième partie de calendrier est pour moi plus abordable. Je me dis playoff possible. Playoff possible. Et moi, je me dis la saison, elle se déroule bien. Tu finis en 10 victoires ou 9 victoires. Et si vraiment ça ne va pas, je vois quand même au moins 7 victoires pour vous et 9 défaites. Mais je pense que les Eagles, vous êtes capables en plus de les embêter chaque année. Je pense que vous êtes capables de vraiment en prendre une sur les deux. 7 victoires, 10 défaites. Les Dallas Cowboys, oui. Aussi. Les Colts, je pense qu'à Londres, c'est un match 50-50, mais vous êtes capable de le prendre aussi. Les Giants, avec Harbaugh, on ne sait pas trop où ça va aller. J'ai entendu ses premiers discours, ça ne m'a pas transcendé non plus. Voilà, tu as les Rams dans le calendrier, mais je pense que l'enchaînement Cardinals, Titans, Falcons, Vikings, Jaguars, c'est là le tournant de votre saison, quoi. J'enlève les Texans et les Cowboys parce que voilà, c'est des matchs un peu plus en difficulté. Mais je pense que si tu ne prends pas ces matchs-là, l'enchaînement Cardinals, Titans, Falcons, Vikings, Jaguars, je pense que tu ne joueras pas les playoffs si tu ne gagnes pas au moins 3 de ces matchs-là, quoi. Voilà. Mais je me dis, ça peut être la bonne surprise. Hein. Les Eagles, on a beau à dire qu'ils ont un super roster et tout. Il y a peut-être une année où ça ne va pas fitter comme il faut. Et est-ce que ça sera cette année ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on en reparlera à la preview des Eagles. Je pense que Nick Sirianni a quand même un gros point d'interrogation sur lui aujourd'hui chez les Eagles. Donc, justement, est-ce que c'est pas mieux de les jouer le premier match? Exactement. Ils ne sont pas prêts. Hein. C'est possible aussi. Hein. Quand tu vois un petit peu les Eagles déjà cette année, c'était complexe. Genre vraiment, moi je trouve que c'est dommage parce que cette année on avait une vraie carte à jouer vu un petit peu l'état du vestiaire. Maintenant, ce qui me fait peur avec les Eagles, ça va être, je pense que ça va être tout l'un ou tout l'autre. Soit leur équipe la pète cette année parce que sur le papier, c'est peut-être une des plus faibles, tu vois, de ces dernières années. Mais jurisprudence Paris Saint-Germain, Joe. Tu vois le délire où tu perds peut-être un peu de top talent, mais tu vas peut-être y gagner en cohésion d'équipe. J'ai aussi cet effet-là qui traîne, tu vois, dans un coin de ma tête où je me dis que peut-être qu'il y a moins de top talent, mais peut-être que l'équipe, il y aura plus de cohésion et qu'elle va mieux jouer ensemble et que du coup, en fait, ils vont être encore plus injouables, tu vois. Voilà, mais j'espère que ce sera plus tard dans la saison. À voir. Moi, là, comme le PSG. J'étais en train de regarder le stretch là, les premières semaines vont être assez infernales. Pour moi, le tournant, ça peut être justement ce match à Londres contre les Colts. Les Colts, pareil, il y a des bonnes choses à droite, à gauche, mais j'ai l'impression que les Colts, ils sont un peu dans la même situation que nous. Tu vois, tu as des bons joueurs, mais tu as aussi des interrogations à certaines positions. C'est du 50-50 parce que match à Londres, il y a moyen que ce soit à ce moment-là qu'on active un petit peu notre saison. Là, quand je regarde, je me dis aussi que le stretch en fin de saison est quand même prenable. Tu vois, genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen de très bien finir la saison. Alors, encore une fois, il faudra voir selon les blessures, selon les formes de chacun. On sait que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Hein. Tu as des équipes comme aujourd'hui, les Vikings ou les Jaguars ne me font pas du tout peur. Et en fait, peut-être que quand on arrivera en week 16 et 17, tu verras que les équipes, elles marchent du feu de Dieu, que tu as un Kyler Murray. Le mec, c'est le Kyler Murray d'Oklahoma aux Vikings, tu vois. Donc, je sais pas, c'est toujours compliqué de prédire les calendriers. Il y a un monde où je nous vois à 9-8 et ça serait déjà très très bon, tu vois. Après, vous connaissez mon avis, moi, sur les équipes playoffables. C'est au bout d'un moment, tu n'as pas d'excuses. À partir du moment où tu veux jouer, surtout dans le sport américain, le haut du tableau, il y a un moment où tu peux plus te cacher et en fait, gagne, tout simplement. Tu as envie d'aller loin, il faut que tu tapes tout le monde. Pour moi, on n'est pas en situation ou en position de le faire. On a trop de trous. Donc, déjà, aller essayer d'accrocher les playoffs, pour moi, ça serait déjà une grande victoire, même si les gens ne veulent pas forcément l'entendre parce que JD, parce que tout ce qu'ils veulent, pour moi, on n'y est pas encore. Finir la saison en positif, essayer de jouer la NFC
essayer d'accrocher une wildcard, pour moi, ça serait déjà une saison excellente. Donc, je te dis, je vois un 9-8. Je pense que c'est jouable. Parce que Ouais. déjà, après, la division s'est bien renforcée aussi. Moi, je dis, là, Londres, tu peux le prendre. Giants, tu peux le prendre les 2 fois. Tu peux prendre Cardinals, Titans, Falcons, c'est possible aussi, Vikings, Jaguars. Et peut-être les Cowboys en dernier match, eh ben, ça te fait une dizaine de victoires, quoi. Tu vois, c'est jouable sans. Voilà, tu peux en perdre une contre les Giants, voilà, je dis pas, mais tu vois, 9, 8, 17, si ça se passe bien, c'est faisable, je pense. Alors après, comme tu dis, j'avais 17. J'avais 17, Joe. Après, je me suis calmé parce que je vois des. En fait, c'est con à dire, mais il y a des équipes où parfois je nous vois gagner alors que pourtant, sur le papier, on est moins bon. Et j'avais par exemple les Rams. Dans ce cas-là, tu vois, les Rams à domicile, à la mi-saison comme ça, tout le temps, ils perdent un match à la con, tu vois, les équipes de Sean McVay. Mais après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est les Rams, ils sont quand même bouillants, machin. Donc, j'ai retiré encore une win. Ça me fait arriver à 9-8. Là, comme ça, là, sur ce que j'ai noté, moi, je nous voyais prendre le match là en week 2 contre les Cowboys, le match à Londres. Ensuite, j'ai quoi? J'ai défaite, victoire à domicile contre les Eagles, défaite ensuite contre les Rams. Défaite à la maison contre les Giants? Ouais. D'accord. Ouais, okay. Il me semble. Attends, je te dis ça. Donc, week 1, 2, 3, la 4, 5. Ouais. Défaite contre les Giants à la maison. 6, défaite contre les Niners. Ensuite, victoire contre les Eagles, défaite contre les Rams, une autre défaite contre les Giants. Je nous vois paumer contre les Bengals à cause des problèmes de secondary que je t'ai dit. Encore une fois, je t'ai dit, c'est compliqué, il faut voir les blessures et tout, mais je pense qu'en l'état, les Bengals, ils peuvent vraiment nous questionner. S'il n'y a pas Burrow, s'il n'y a pas de Joe. Mais le problème, c'est que si tu as Burrow et juste Ja'Marr Chase, ils peuvent nous pull-up. Hein. Exactement. Très sérieusement. Exactement. Les Cards, désolé pour les fans des Cards, mais en l'état, quand je vois votre équipe, je nous ai mis une win. Même chose pour Tennessee, je nous vois perdre contre les Texans, prendre une win contre les Falcons. Ensuite, je te dis, la fin du calendrier, je vois victoire contre les Falcons, victoire contre les Vikings, victoire contre les Jags et victoire à domicile contre les Cowboys. Oui, ça fait une dizaine de victoires. Mais les Jags, c'est pareil, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que ça va fitter cette année? Est-ce que ça va aller? C'est encore un point d'interrogation. Les Jags, c'est des équipes que tu sais jamais comment les prendre chaque saison, quoi, en fait. Exact. Mais le problème, comme je te dis, c'est que là, dans ma prévision, tu perds quand même, tu paumes souvent contre les équipes de ta division. C'est-à-dire que là, on gagne. Dans mon scénario, on gagnerait 2 fois contre les Cowboys, mais tu perds 2 fois contre les Giants, donc en fait ça s'annule. Tu perds contre les Eagles et j'ai une win contre les Eagles, mais donc au final, c'est pas extraordinaire, tu vois. Ton bilan intra-division, il est pourri, donc en fait, je sais pas, ça peut me paraître crédible. Après, bien sûr, il y a des gens qui vont sauter au plafond parce que je nous vois gagner 2 fois contre les Cowboys. Mais c'est de la prévision, hein. Tu peux en paumer un contre les Cowboys et en gagner un contre les Giants à la place. Après, voilà, tu nous vois perdre 2 fois contre les Giants, ils vont peut-être sauter au plafond pour ça aussi. aussi. Voilà, mais parce que moi, je te dis, les Giants, même si je ne vois pas trop tu vois, par exemple, Harbaugh, j'ai pas du tout la vision de ce qu'il veut faire. Pour moi, moi non plus. J'aime pas. Mais le mec, il a gagné. Il sait placer des équipes très solides qui jouent du football peut-être un peu à l'ancienne, mais ça gagne des matchs. Et il a des joueurs. Quand tu vois comment ils se sont renforcés à la draft et à la free agency, je me dis, je pense que les Giants, vraiment, ça va pas être facile. Il y a un monde où ils peuvent vraiment nous faire très mal. Puis défensivement, c'est vraiment l'équipe que j'ai pas envie de rencontrer. Moi, c'est des équipes qui tapent fort, que c'est puissant en défense. Il y a des top players un peu à chaque poste. Ils ont ajouté des joueurs à fort potentiel. Tu regardes, ils ont renforcé leur ligne offensive à la draft. Jackson Dart, moi je l'aime pas, mais il finit la saison en boulet de canon. Il récupère un Cam Skatebo qui, pareil, marchait sur l'eau. Tu sais, au bout d'un moment, Et Cam Skatebo, il réussissait déjà à trouver des brèches avant. Là, tu vas lui rajouter du monde sur la O-line parce qu'ils sont. Oui, ça va l'aider. Ouais, gros. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même l'un des meilleurs offensive line du pays aussi. Oui, c'est ça. NFL, si tu as Andrew Thomas, c'est qu'à côté, de l'autre côté, tu rajoutes un Francis Mauiga pour lui ouvrir des brèches à Skatebo, le débile, qui va y aller tête la première et prendre 4 yards. C'est pas beau à regarder. Le mec, il a failli se refaire les croisés. Je l'ai vu en faisant son salto là. Mais tu vois ce que je veux dire, Joe, c'est que c'est pas drôle. T'as le retour de blessure de Malik Neighbors.
Les Giants, Oui, et c'est en pas sachant drôle. que les Giants, Sur le papier, c'est pas drôle. en sachant que les Giants, ils ont eu des graves blessures en plus. Ça n'a pas été drôle pour eux l'année dernière. Ah ouais. Malik Nabers et puis un Scatebo, tu les perds tout de suite quasiment coup sur coup. C'est quand même terrible pour eux. Ça a été terrible. Donc, non, C'est bien ça. sûr. Donc, Bien sûr. moi, je te dis, les Giants, c'est un monde où ils sont pas drôles à jouer. Et c'est j'espère un clair. petit peu Ah, mais ouais, c'est j'espère sûr. un petit peu le sophomore slump de Dart parce que Joe, toi et moi, on a regardé beaucoup de matchs de Dart et quand il part en live, c'est le mec qui est capable de t'envoyer 3-4 pics, tu vois. Donc j'espère, mais Je pense que certains dimanches, on risque de rigoler le dimanche soir. mais ouais, donc je te dis 9-8, je pense que c'est jouable. Ouais. Je pense que c'est jouable, c'est un des meilleurs scénarios, 9-8. Il y a un monde où, comme d'habitude, t'exploses en vol, mais je pense que c'est faisable, c'est jouable. Bien sûr. 9 victoires, c'est jouable, je trouve. Par rapport au calendrier, moi, c'est jouable aussi. Je le dis clairement. Donc voilà pour les attentes de 2026. Maintenant, Ryan, on va te retrouver sur X. Voilà, j'ai préparé le bandeau. Ça, c'est en bon, dessous. Magnifique. Et si tu veux rajouter des choses qui manquent. Non, t'inquiète, il y a déjà le tout, surtout que si, un autre endroit où vous pourrez me retrouver, Voilà. c'est le FootUS Media, le FootUS Media. Et Où, voilà. en principe, je devrais être avec vous sur quelques épisodes cette année. La frère James a bien fonctionné. On va se régaler. On va se régaler. Vous avez su me donner les arguments qui comptent et dans 2 ans, je veux pas être franchise tag. Je vous le dis, je veux un vrai contrat. Moi. Et tes questions, tu vas à Londres? Je sais pas encore, Lucho. Je sais pas encore. Moi, j'y vais, moi. J'ai été, le match de l'année dernière m'a fait très mal au moral. Ouais. Moi, j'y vais parce que c'est eux qui organisent. En plus, on t'a vu filmer en tribune et tout. Ah ouais, ouais, non, mais. J'ai hésité à trouver l'image pour la mettre, mais au-delà de ça, 2026. T'aurais dû me la demander, je te l'aurais envoyé. Ou le bilan, faut la mettre sur le bilan. Non, tu mais ton cœur lourd en tribune déjà. Non, mais c'est relou, tu sais, parce que tu te dis toujours, ouais, c'est super, je vais aller voir mon équipe. En plus, c'est une affiche qui a de la gueule et tout. En fait, t'arrives, tu vois le fin fond du practice squad qui joue contre des Paralympiques. Ouais, c'est bon, frère, c'est bon. Si c'est pour y aller voir Robbie Chosen, avec tout le respect, je reste chez moi. Au moins, je serai en train de manger ma petite pizza, pas me casser les couilles. Et quand je vois que le match il part en live, j'éteins et basta, tu vois. Non, mais genre vraiment, le match de l'année dernière à Madrid m'a vraiment saoulé, très très honnêtement. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à aller à Londres et voir le Viking Saints il y a 2 ou 3 ans, tu vois, que d'aller voir mon équipe. Donc, moi, j'ai doublé cette année. Je vais à Londres et puis je vais au Sens aussi à Paris. À Paris. Comme ça, je double. Et à Londres, je vais avec ma fille qui va faire interprète. Tu nous diras lequel des deux t'as le plus procuré de plaisir et de sensations, et je serais pas étonné que ce soit celui des Saints, tu vois. Ah, je sais pas. Après, comme c'est nous qui organisons, j'espère avoir des anciens joueurs et pourquoi pas pour le FootUS Media faire des petites interviews avec ma fille qui est bilingue. Bah écoute, voilà. Carrément. Voilà. Allez, voilà. D'autres choses à ajouter, non, Joe? Voilà. Non, on peut conclure sur la preview. Voilà. On peut conclure la preview. Merci à nos deux invités pour cette belle preview qui s'achève maintenant. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines previews, mais ce ne sera pas moi, ce sera d'autres. N'hésitez pas à toutes les regarder. Je ne pourrai pas faire toutes les previews. Joe est pratiquement tout le temps là. Voilà. Non, c'est faux en plus. Non, c'est faux cette année en plus, c'est faux. Ah ouais, non, mais bon. J'ai bien cette année, il y a pas mal de renforts, donc c'est cool. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, le FootUS Media. On est partout maintenant. Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, quand on sera en live, YouTube. Les différentes previews sortiront sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller et puis à laisser des commentaires quand vous les verrez. Surtout, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que c'est hyper important. Vous le savez, Joe et le FootUS Media ont été obligés, entre guillemets, de changer de chaîne YouTube, de changer un petit peu d'identité. Donc malheureusement, au niveau des algorithmes et tout ça, c'est un petit peu compliqué d'avoir de la visibilité aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, si vous aimez ce qu'on fait, c'est une petite communauté, la NFL en France, donc il faut en parler, il faut partager les vidéos, il faut partager les podcasts, parlez-en autour de vous. Si quelqu'un s'intéresse un peu à la NFL et dit « Ouais, putain, c'est dommage, il n'y a pas d'émission, on ne peut pas suivre, c'est compliqué », bah n'hésitez pas.
parce que vraiment, le retour pour Joe et pour l'équipe est très, très, très important. Je vous promets que c'est vrai. Merci Ryan. Merci à vous et bonne continuation. On se retrouve bientôt sur le Foot US Media. Bye. Ciao tout le monde.